All right. Alors, moi et Aliénor nous sommes très contents de donner cette présentation sur vers le traitement personnalisé, puis faire partie de cette série de La parole aux étudiants chercheurs, qui est une collaboration entre le Réseau québécois de recherche sur la douleur, le Réseau québécois des étudiants chercheurs sur la douleur et la QDC aussi. Alors, moi, comme Caroline m'a mentionné, j'ai terminé mon PhD à l'Université de McGill sur la direction de Dr. Catherine Ferland sur la douleur chronique pédiatrique. Puis maintenant, je suis un postdoctorant aux États-Unis, à Boston, à l'hôpital pour enfants de Boston. Puis ma présentation va vraiment être sur le traitement personnalisé, un rêve ou une réalité. Je vais parler beaucoup sur le pourquoi, où sommes-nous aujourd'hui, c'est quoi les défis qu'on essaie de surmonter encore. Puis Aliénor va faire suite à ça, puis donner des exemples concrets sur comment on peut faire le traitement personnalisé. Alors, pour le pourquoi, certainement, quand ça vient pour le traitement personnalisé, le pourquoi, c'est vraiment parce que chaque personne est unique. La douleur chronique est différente de personne à personne, puis on ne peut pas traiter tout le monde de la même façon. Puis ce concept vient vraiment du modèle biopsychosocial qui était basé en 1982 par John Lozer et Gordon Waddell, qui ont basé sur leur observation qu'après un traitement chirurgical pour la douleur lombaire était inefficace et que les problèmes vécus par leurs patients ne peuvent pas être attribués seulement à leur dos. Alors, le modèle biopsychosocial vraiment considère le patient comme une personne entière, puisqu'ils sont non seulement sujets à des processus internes, mais à des facteurs de stress et de son environnement. Ce qu'on voit ici à la droite, c'est ce que tous les étudiants en douleur devraient connaître, qui est le modèle, disons, oignon de la douleur, qui est dans l'essentiel à un processus biologique, qu'on voit ici, qui est la nociception. Après ça, qui est enveloppé par des couches de facteurs de perception émotionnelle, comportementale et environnementale pour indiquer différents contributeurs à l'expérience et à l'impact de douleur et les cibles possibles pour le traitement. Alors, ce modèle, ça a été fait en 1982 et même après 40 ans, le modèle a quand même un peu évolué, mais il est toujours adopté comme un standard. C'est-à-dire que les éléments essentiels toujours persistent, même si le modèle a évolué. Alors, l'expérience et l'impact de la douleur peuvent être expliqués par l'interaction entre un mélange de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux et environnementaux. Alors, où sommes-nous maintenant, où sommes-nous aujourd'hui concernant le modèle biopsychosocial? Alors, selon la classification internationale de la douleur, il est actuellement conseillé de prendre en note les facteurs psychosociaux et la sévérité de la douleur. Puis ça, c'était une publication qui a été faite en, je crois, 2021. Est-ce qu'on le fait? Il y a encore plusieurs doutes sur ça qui ont été exprimés. Alors, la classification internationale de la douleur supporte le modèle biopsychosocial, mais ces facteurs sont encore mentionnés optionnels, et même dans la publication qui sont publiées dans un des gros journaux sur la douleur. C'est-à-dire que nous sommes encouragés à aller au-delà du diagnostic et de considérer des contributeurs de douleur, mais c'est optionnel. Selon moi, pourquoi ce n'est pas obligatoire, c'est une grosse question qu'on essaie aussi de peut-être pousser un peu plus. Alors, puis, vraiment, quelque chose qui est vraiment sorti de cette publication, c'est qu'on ne devrait pas vraiment demander si un traitement fonctionnait dans une personne spécifique, mais plutôt pour l'équipe de douleur, essayer de trouver quel traitement pour quel individu et dans quelles conditions sont les questions qu'on se devrait demander le plus. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est une revue qui a été publiée en 2018
qui a vraiment souligné que les traitements devraient être personnalisés aux contributeurs uniques à la douleur de chaque patient et à leurs problèmes qui y sont associés. Puis quand ça vient pour les résultats des études, avec le modèle biopsychosocial, il y a certains résultats négatifs. C'est vraiment à cause ces études sont principalement soit incompatibles avec la perspective biopsychosociale, soit les mécanismes de la douleur sont généralement décrits uniquement en termes neurophysiologiques. Alors, on regarde vraiment seulement la nociception et pas les autres couches de la douleur. Il y a peu de preuves qui évaluent les différents mécanismes biopsychosociaux en même temps. Il y a aussi des préoccupations concernant l'accent mis sur l'intensité de la douleur en tant que résultat. Ils disent que l'expérience de la douleur chronique, c'est simplement la perception d'une sensation aversive d'une certaine intensité spécifique, qui est vraiment, selon la plupart des personnes, pas vraiment idéal. La douleur chronique, c'est pas seulement un nombre ou un chiffre de 0 à 10 ou de 0 à 100, parce qu'il y a plein d'autres couches qu'on doit essayer d'évaluer en même temps. Et les résultats négatifs avec le modèle biopsychosocial peuvent être aussi influencés par des contingences de financement qui sont incompatibles avec le modèle. Il y a aussi certainement des résultats positifs. Et ça, c'est vraiment quand les interventions identifient et ciblent les risques contributeurs biopsychosociaux et qu'elles sont menées de manière collaborative et supportées par des personnes clés dans l'environnement du patient. Alors, c'est-à-dire que il n'y a pas seulement le docteur, mais ça inclut, par exemple, toutes les personnes clés comme une équipe multi- ou interdisciplinaire, comme une infirmière, un psychologue, un physiothérapeute, qui travaillent de manière collaborative en même temps. Alors, tout revient à Dr. John Moser et le modèle biopsychosocial, puis qu'il avait raison, que la douleur, par exemple, la douleur lombaire, ne peut pas seulement être attribuée à leur dos. Il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent être des cibles pour le traitement. Alors, quand ça vient pour ces études-là, ça fonctionne et des résultats durables sont possibles. Mais il y a des obstacles contextuels qu'on doit prendre en considération, comme le système de santé, les règlements. Il y a certaines politiques aussi qui peuvent compromettre la mise en œuvre de tout traitement de la douleur, y compris ceux qui essaient d'utiliser une approche biopsychosociale. Alors, comment on essaie d'impliquer ce modèle ou cette approche en pratique clinique? Une option, c'est d'avoir une approche de formulation de cas. Alors, on ne peut pas vraiment changer notre système de santé en une soirée, mais on peut essayer de rassembler et de collaborer avec des personnes clés dans le traitement de la douleur. Alors, premièrement, on peut faire une évaluation compréhensive de l'individu. Puis après, développer une formulation de cas qui sont basés sur ces contributeurs identifiés de la douleur du patient et sont associés à leurs problèmes. Puis après, faire correspondre un traitement à cette formulation spécifique du patient. Ça, c'est juste un exemple. C'est en anglais, ça vient d'une session sur le modèle biopsychosocial au Congrès mondial de la douleur qui s'est déroulé à Toronto en septembre 2022. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment, on peut regarder à tout le contexte du patient. Pour une formulation du cas, on peut regarder à leur mécanisme, on peut regarder à les activités du patient, leurs pensées liées à la douleur, leur utilisation d'analgésiques, des médicaments, le support de leur famille, comment ils font avec leur travail, leur souffrance et tous les autres facteurs qui sont contributeurs à la douleur chronique. Quand des interventions coordonnées sont faites de manière multi- ou interdisciplinaire, ça peut améliorer la douleur qu'avoir un traitement seul. Alors, avoir une combinaison, par exemple, des médicaments, de la chaleur, autogérer leur douleur, de l'éducation sur la douleur, avoir des buts spécifiques, un plan d'exercice ou d'activité, tout ça, avoir un programme de même d'intervention coordonnée peut vraiment améliorer la douleur au lieu de faire une à la fois, par exemple. Alors, si on veut utiliser ce modèle
pour gérer la douleur et diminuer la souffrance, certainement, il y a certains buts ou certaines approches ou étapes à franchir. Certainement, on a encore besoin de beaucoup d'éducation et de formation sur le modèle biopsychosocial pour toutes les disciplines en santé. Alors, ça inclut non seulement les docteurs et les infirmières, mais ça aussi inclut les psychologues, les physiothérapeutes et d'autres personnes clés qui sont dans l'environnement du patient concernant leur douleur chronique pour vraiment avoir une approche multidisciplinaire. Il faut aussi avoir une amélioration pour l'intégration des traitements, avoir une gestion interdisciplinaire, alors vraiment briser les silos. Alors, au lieu d'avoir cinq rendez-vous avec le docteur, le physiothérapeute, l'infirmière, le travailleur social et le psychologue dans 5 journées différentes et réparties sur 3 mois, les avoir dans une clinique, une clinique spéciale pour la gestion interdisciplinaire, ce serait beaucoup mieux pour vraiment intégrer tous les traitements ensemble. On aimerait aussi avoir beaucoup plus de support organisationnel et de financement essentiel pour les systèmes de santé. Avoir l'éducation communautaire sur la douleur est très, très important pour vraiment utiliser le modèle biopsychosocial. On fait déjà de l'éducation communautaire sur la douleur, sur, par exemple, le diabète, le cancer, les maladies du cœur. On voit des avertissements à la télévision, le radio, par exemple, sur des pancartes qu'on voit dehors dans la rue. Mais on ne voit pas vraiment la même chose pour la douleur chronique, qui est une des grosses maladies, même ici au Canada. Alors, c'est quelque chose qui est très, très important qu'on essaie même, en tant qu'étudiant, de vraiment pousser cette éducation communautaire au grand large. Puis avoir des méthodes de recherche qui sont beaucoup mieux, par exemple, le besoin de plus d'essais randomisés pour des traitements multimodaux complexes est vraiment important aussi. Un des gros défis vraiment qu'on essaie de franchir, de surmonter en tant que chercheur, c'est quel traitement pour quel patient. C'est quelque chose que nous, en tant que chercheurs, on essaie de vraiment trouver une solution car vraiment chaque patient est unique à eux-mêmes. Pour surmonter ce défi-là, certainement, il y a plusieurs méthodes d'évaluation qu'on peut essayer à faire en clinique ou en termes de recherche. Certainement, il y a les questionnaires et les entrevues 1 à 1 qui sont déjà impliqués dans les cliniques, mais on a aussi ce qu'on appelle des tests sensoriels. Les tests sensoriels quantitatifs, ce qui sont des outils qui sont non invasifs pour évaluer le système nerveux périphérique, c'est-à-dire à la localisation de la douleur, mais aussi regarder le système nerveux central, c'est-à-dire au niveau de la moelle épinière et du cerveau. Il y a plusieurs tests qui existent qui incluent diverses modalités telles que le toucher, la pression, la vibration, la chaleur et le froid, comme on le voit ici dans l'image. Est-ce que les tests sensoriels sont déjà utilisés en clinique? Il y a certains protocoles qui sont utilisés ou développés pour la clinique dans quelques endroits à travers le monde. Mais une des choses, c'est que les tests peuvent être aussi un fardeau pour certains patients, car les protocoles peuvent être longs, dépendant des protocoles qui sont utilisés. Puis, pour les protocoles qui sont longs, les patients doivent avoir beaucoup d'attention pour les tests, particulièrement ceux qui mesurent les seuils de douleur. Il y a encore des obstacles pour l'utilisation des tests sensoriels. Il y en a certains. Une des grosses choses qu'on essaie de surmonter, c'est d'avoir plus d'inclusion, de diversité dans nos études pour répondre à des questions qu'on pouvait pas répondre avant. Par exemple, on avait une base de référence qui a été publiée, mais la plupart de ces bases de données sont sont vraiment plus des patients ou des participants caucasiens. Alors, avoir plus d'inclusion, de diversité va vraiment élargir ou vraiment aider à surmonter le défi d'utiliser les tests sensoriels, par exemple, en clinique. On peut aussi regarder différents biomarqueurs de douleur comme base de décision dans le processus de développement thérapeutique et dans la pratique clinique.
Un biomarqueur, c'est une mesure quelconque qui indique un état ou une condition d'un individu. Exemple, des molécules inflammatoires de notre sang peuvent servir de biomarqueur pour l'arthrite. Puis il y a certains outils ou biomarqueurs qui sont déjà utilisés dans des cliniques de douleur spécifiques, mais il y a encore des enjeux et des travaux à améliorer le traitement personnalisé. Une des grosses choses, c'est il y a tellement de facteurs pour la douleur chronique, par exemple sur toutes les couches biopsychosociaux. Et c'est un des gros défis, c'est de trouver quel facteur joue un plus gros rôle pour, par exemple, la sévérité et la souffrance de la douleur. Alors, il y a beaucoup de travail, par exemple, qui regarde les biomarqueurs inflammatoires. Par exemple, dans le sang, on regarde aussi des marqueurs génétiques. Il y a beaucoup d'études qui regardent, qui essaient de faire des associations avec nos gènes, avec certaines conditions de douleurs chroniques spécifiques. Puis il y a aussi beaucoup d'études qui regardent des biomarqueurs cérébrales. Alors, regardez sur l'imagerie du cerveau, car il y a plusieurs régions du cerveau qui jouent un rôle très important dans la douleur chronique. Par exemple, même juste nos 5 sens qui sont très, très importants, qui jouent un rôle aussi dans la douleur chronique. Alors, ça c'est vraiment tout de ma présentation. J'avais vraiment fait un gros introduction. Mais il y a certaines ressources certainement en ligne que vous pouvez aller voir pour avoir un peu plus d'informations. Alors, avec le Réseau québécois de recherche sur la douleur, on a actuellement un balado qui s'appelle Parlons douleur, qui peut être trouvé sur Spotify et YouTube. Puis moi, j'avais la première épisode est sur le traitement personnalisé, très, très similaire à la présentation que j'ai donnée aujourd'hui. Mais pendant cet épisode-là, j'ai actuellement eu la chance de faire des entrevues avec quelques chercheurs au Congrès mondial de la douleur à Toronto, puis vraiment voir c'est quoi leurs obstacles et qu'est-ce qu'eux, ils utilisent en termes de traitement personnalisé à travers le monde. Puis il y a un autre épisode sur prévenir la transition à une douleur chronique après une chirurgie ou un accident. Puis lors de cette balado, j'ai décrit un peu, par exemple, quelques équipes de recherche qui regardent à certains facteurs spécifiques ou biomarqueurs pour vraiment prévenir cette transition qui englobe d'autres facteurs autres que la nociception. Il y a aussi d'autres ressources sur le site web du Réseau québécois de recherche sur la douleur. Certainement, il y a le portail de gestion de douleur. Vous pouvez aussi participer à des études de recherche qui essaient d'impliquer le modèle biopsychosocial pour gérer la douleur. Puis si vous avez d'autres questions qui n'est pas vraiment liées à notre présentation, mais vous aimeriez avoir des réponses, il y a aussi une option de poser vos questions au RQRD, puis un expert pourra essayer de vous aider à répondre à cette question. Alors, ça va être tout pour moi. Je vais mettre des liens dans le chat pour ces deux ressources-là. Mais pendant ce temps-là, je vais passer la parole à mon collègue Aliénor. Merci. Merci, Daniel. Partager mon écran. Juste, Daniel, est-ce qu'on le voit correctement? Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme Daniel l'a précisé juste précédemment, il y a différentes stratégies qui sont actuellement encore en cours d'étude pour contribuer donc à une meilleure gestion de la douleur chronique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des avancées non pharmacologiques et non interventionnelles pour aller améliorer votre environnement au quotidien et ainsi vous aider donc à améliorer votre bien-être. Donc, pour cette seconde partie, elle va être divisée en 6 sous-catégories. Donc, d'abord, on va voir qu'est-ce que ça inclut finalement une approche non pharmacologique et non interventionnelle. Également, quelles sont les composantes qui sont incluses dans la perception de la douleur. Et ensuite, on va voir donc la perception sensorielle, telle que l'olfaction, l'audition et la vision. Comment cette perception va pouvoir aller moduler, influencer notre douleur. Et puis, on finira par une brève conclusion. Donc ici,
l'approche qui est privilégiée pour aller gérer la douleur chronique, c'est vraiment une approche qui est multimodale. Et ici, j'ai décidé de surtout me consacrer plus particulièrement à l'aspect non pharmacologique et non interventionnel qui englobe différentes stratégies telles que le programme d'autogestion, également une nutrition à partie spécifique, de l'exercice, de la méditation ou encore des exercices de respiration. De plus en plus, il y a d'autres approches qui voient le jour, telles que la luminothérapie, la musicothérapie ou encore l'aromathérapie. Donc, si on s'intéresse ici à ces différentes stratégies en violet, ce sont des stratégies qui ont quand même fait leurs preuves en termes de gestion de la douleur chronique. Et vous allez pouvoir trouver des ressources sur le site internet gérermadouleur.ca. Ça va vous envoyer vers des articles qui ont été révisés par des scientifiques. Je voulais tout de même ici dire 2 mots concernant le programme d'autogestion. C'est un programme qui a été mis en place par le Réseau québécois de la douleur et par l'Université de Laval. Ça s'appelle Agir pour moi et vous pourrez en savoir plus également sur le site internet Gérer ma douleur. Également, il y a une conférence qui a été faite dans le cadre des Pain Talks en 2022 par Pascal Marillier-Deschênes et je vous invite à en prendre connaissance. Je mettrai le lien également dans la discussion. Ça pourra vous en apprendre davantage. Et juste donc, rapidement, c'est un programme qui a été créé par des personnes vivant avec de la douleur chronique et des professionnels de la santé. C'est vraiment ce qui va en faire un programme unique, c'est qu'il propose des leçons à thème et également des partages d'expériences. C'est un programme qui dure environ 2 mois et à chaque semaine, vous aurez des leçons autodirigées avec des thèmes différents. Vous allez pouvoir vous fixer des objectifs. Et je vous en parle ici parce que c'est vraiment un programme qui va aller inclure des stratégies non pharmacologiques et non interventionnelles. Si on s'intéresse maintenant à ces stratégies que je vous ai mentionnées précédemment, qui font un peu leur essor au cours de ces dernières années, donc la luminothérapie, la musicothérapie et l'aromathérapie, mais finalement, est-ce qu'il existe des preuves scientifiques de leur efficacité? Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer les composantes de la douleur. Qu'est-ce qui va permettre justement que notre perception de la douleur soit unique à chaque individu? Ça va nous permettre ensuite de mieux comprendre donc comment la perception sensorielle va pouvoir aller moduler notre perception de la douleur. Donc, notre cerveau est divisé en différentes régions qui vont être activées suite à des stimulations spécifiques. Par exemple, ici, dans le cas de la douleur, on va avoir ces 4 régions qui vont venir s'activer pour nous donner une perception de la localisation et de l'intensité de notre douleur. On parle de la voie sensoridiscriminative. En parallèle de cela, il y a d'autres régions du cerveau qui vont également être activées dans le cas d'une stimulation douloureuse et celles-ci vont plutôt être liées au côté émotionnel et au vécu, au passé de chaque individu. Cela va nous permettre de donner la perception de l'aspect désagréable de la douleur. On parle ici de la composante motivo-affective et cognitive. Donc, c'est vraiment ces 3 composantes ici, sensoridiscriminative, motivo-affective et cognitive, qui vont aller nous donner une perception vraiment unique pour chaque individu. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à l'olfaction. Comment l'aromathérapie va pouvoir moduler notre perception de la douleur. L'hypothèse ici étant que des odeurs spécifiques permettraient de diminuer la perception douloureuse. Donc, l'aromathérapie, ça peut comprendre 2 types de stratégies, soit l'utilisation des huiles essentielles en cutanée par massage, ou alors l'utilisation par inhalation. Ici, on va s'intéresser à l'inhalation des huiles essentielles. Donc, dans le cas de la perception olfactive, en fait, ici à gauche, je vous ai remis une partie du schéma précédent où on voit les différentes régions du cerveau qui vont être impliquées, qui vont être activées lorsqu'on parle de la composante motivo-affective et cognitive de la douleur chronique, donc plutôt l'aspect déplaisant. Et ici à droite, il s'agit des régions qui, elles, vont être activées lors de l'olfaction. C'est les régions qui vont être impliquées pour nous donner la perception des odeurs. Et on remarque qu'il y a une superposition de certaines de ces régions. On a des régions qui sont similaires entre la douleur chronique
et l'olfaction. Et ce sont des régions qui sont impliquées dans les mécanismes de récompense et de la mémoire. On peut donc se demander est-ce que la modulation de la douleur finalement est envisageable grâce aux odeurs. Et il y a environ 30 articles scientifiques qui ont été publiés. Et en voici donc certaines de leurs conclusions. Une odeur plaisante va pouvoir mener à une augmentation de la tolérance à la douleur, c'est-à-dire que l'aspect désagréable de la douleur va être diminué. Également, il a été montré qu'un entraînement olfactif allait permettre une augmentation du seuil de douleur, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir gérer une plus grande intensité douloureuse. Et également, il a été montré qu'une odeur déplaisante allait diminuer la tolérance à la douleur, donc renforcer le côté désagréable de la douleur. Ici, donc, les articles qui parlent particulièrement de patients atteints de douleurs chroniques concernent l'entraînement olfactif et l'odeur déplaisante. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter un article de chacune de ces catégories. Donc, quand on parle d'entraînement olfactif, il faut savoir que c'est quelque chose qui est déjà mis en place pour aller restaurer les altérations olfactives. Et on s'est rendu compte que cet entraînement-là avait aussi des conséquences positives pour aller diminuer, par exemple, l'anxiété, la dépression. Puis ce sont des régions qui sont assez similaires avec les régions de la perception de la douleur. Donc, assez naturellement, les chercheurs se sont demandé si un entraînement olfactif pouvait peut-être aussi avoir une certaine implication pour aller mieux gérer la douleur chronique. Donc, en 2020, l'équipe de Dr. Gostrow en Allemagne a recruté des patients atteints de douleurs chroniques lombaires et les a divisés en deux groupes. Un groupe qui n'avait pas d'entraînement olfactif et un groupe avec un entraînement olfactif. On leur a donc demandé de sentir les odeurs suivantes, une odeur de rose, de vanille, de chocolat et de pêche pendant 4 semaines. Et avant et après cet entraînement, les scientifiques ont mesuré leur seuil de détection des odeurs, c'est-à-dire à partir de quelle concentration l'individu va être capable de détecter l'odeur, le seuil de discrimination, c'est-à-dire à partir de quel moment la personne va être capable de dire que c'est une odeur différente, et l'identification des odeurs, ça va vraiment être de nommer l'odeur sentie. Également, ils ont mesuré donc l'intensité de la douleur, donc le seuil de douleur suite à une stimulation. Leurs conclusions sont les suivantes. Donc, les patients atteints de douleurs chroniques qui étaient dans le groupe avec un entraînement olfactif ont vu une augmentation de leur seuil de douleur lors d'une stimulation douloureuse, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'avoir une intensité de douleur plus grande que sans entraînement olfactif. Dans le cas des patients qui n'ont pas eu d'entraînement olfactif, il n'y a pas eu d'effet sur leur seuil de douleur. Donc, c'est donc une stratégie qui est prometteuse comme complémentarité des méthodes de traitement plus traditionnelles, pharmacologiques et interventionnelles. Toutefois, donc, bien évidemment, plus d'études vont être nécessaires pour aller déterminer une efficacité sur le long terme et pour soulager d'autres types de douleurs chroniques. Également, je vous ai mentionné qu'une odeur désagréable pouvait avoir une influence sur la douleur. Donc, ici, c'est une étude en 2022 en Italie où les chercheurs se sont demandé est-ce que l'odeur déplaisante pouvait exagérer la douleur. Donc, ils ont recruté des patients atteints de douleurs chroniques de stomatopyrose. Donc, c'est une douleur au niveau de la bouche. Et ils ont évalué leur intensité douloureuse et l'aspect déplaisant de la douleur avant et après être exposés à une odeur déplaisante, à une odeur de poisson. Et ils ont rapporté ici que suite à cette exposition à une odeur déplaisante, il y avait une augmentation de 41% de l'aspect désagréable de la douleur, mais pas d'effet sur l'intensité. Donc finalement, c'est peut-être quelque chose que vous faites sûrement déjà de manière spontanée, mais là, vous avez comme une preuve scientifique pour aller supporter ça. Modifier son environnement, c'est vraiment important pour rester à l'abri des odeurs qui nous paraissent déplaisantes, parce que finalement, ça va aussi avoir un impact sur notre douleur. Si on s'intéresse maintenant à l'audition, est-ce que la musique pourrait aider à gérer la douleur? L'hypothèse ici étant que la musique permettrait de diminuer la perception douloureuse des patients. Eh bien, sur ce schéma ici, on voit donc les différentes régions qui vont être impliquées dans la perception de la douleur en rouge, et ici, en bleu, les régions impliquées dans la perception de la musique. En violet,
c'est la superposition des régions impliquées pour la perception de la musique et pour la perception de la douleur. On a donc des zones qui sont similaires et il se trouve que ce sont des zones impliquées dans la composante motivo-affective de la douleur, c'est-à-dire l'aspect désagréable. Donc, on peut se demander ici finalement si la musicothérapie serait un bon allié pour soulager la douleur chronique. C'est une étude qui a été menée en 2017 au Mexique. Ils ont publié une revue systématique, c'est-à-dire un résumé structuré de plusieurs articles scientifiques qui permet de dégager une conclusion commune à ces différents articles. Donc, 14 articles ont été inclus, chacun incluant des personnes atteintes de douleurs chroniques. Et ils ont abouti à ces résultats. Écouter de la musique va permettre de diminuer la douleur rapportée des patients, leur anxiété et leur dépression. Également, il y a un effet analgésique plus puissant avec la musique de leur choix, c'est-à-dire qu'une musique qu'ils vont trouver agréable va leur permettre d'aller diminuer leur douleur et ceci est plus efficace que lorsque c'est une musique qui va être proposée par les scientifiques. Également, il a été rapporté qu'environ 20 à 30 minutes par jour d'écoute seraient efficaces et recommandables. Donc finalement, c'est vraiment une stratégie qui est non invasive, peu coûteuse et qui pourrait être utilisée en complément des traitements conventionnels. Donc ici vraiment, ne vous privez pas de la musique que vous aimez puisqu'elle va peut-être pouvoir vous aider à aller moduler votre douleur. Et puis finalement, on va passer au troisième sens dont je voulais vous parler aujourd'hui, la vision. Est-ce que la luminothérapie pourrait aider à soulager la douleur chronique? L'hypothèse ici étant que des couleurs spécifiques permettraient d'aller diminuer la perception douloureuse des patients. Donc déjà, qu'est-ce que la luminothérapie? Eh bien, ça va être l'exposition à un type de longueur d'onde spécifique, c'est-à-dire à une couleur de lumière spécifique. En général, on va utiliser un éclairage de type LED, donc les éclairages qu'on a aussi à la maison, et c'est bien parce que ça permet également qu'il n'y ait pas de génération de chaleur. Donc, je vais ici vous parler de la luminothérapie par la voie visuelle. C'est une étude qui a été menée en 2020 en Arizona. Ils ont recruté des patients atteints de fibromyalgie et ils les ont exposés soit à de la lumière blanche ou à de la lumière verte. Et les scientifiques ont évalué la qualité de vie et l'intensité douloureuse de ces patients au bout des 10 semaines, à chaque 2 semaines. Et ils ont remarqué que le groupe qui était suivi avec de la lumière blanche, il n'y a pas eu d'effet sur leur douleur. Par contre, les patients qui étaient exposés à de la lumière verte, là, il y a eu une diminution de l'intensité, de la fréquence et de la durée de leur douleur. Toutefois, il y a encore assez peu d'études sur le sujet. La majorité se base sur la couleur verte pour diminuer la douleur par voie visuelle, mais c'est vraiment une approche qui est prometteuse comme complément des méthodes traditionnelles. On peut alors se demander finalement comment on peut expliquer cette modulation de la douleur par les sens. Il n'y a pas encore de raison consensuelle pour expliquer cela. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises et il y a différentes stratégies de recherche qui sont mises en place pour y répondre. L'une des hypothèses serait qu'un dialogue s'établit entre les différentes parties du système nerveux central. Donc, suite à une stimulation sensorielle, on va avoir l'arrivée du signal au niveau des zones du cerveau concernées par cette perception sensorielle. Puis, il va y avoir un dialogue qui va venir s'établir entre donc les régions de la perception sensorielle et des régions situées au niveau du tronc cérébral qui, elles, sont spécialisées dans la modulation de la douleur. Donc, suite à ce dialogue entre ces différentes régions, la région située au niveau du tronc cérébral va alors pouvoir prendre une décision, celle de court-circuiter le phénomène de la perception douloureuse et ainsi d'aller diminuer cette douleur. Une seconde hypothèse concerne la distraction, c'est-à-dire que le fait de venir donner une autre tâche, un autre type de stimulation à notre cerveau, ça va venir le distraire finalement pour qu'il s'occupe moins de la douleur. Bien évidemment, il y a certaines nuances à apporter à cette modulation. Le fait notamment que la majorité des études concernent des sujets sains soumis à des stimulations douloureuses, il va donc être nécessaire de compléter les études avec des personnes atteintes de douleurs chroniques. Également, la modulation semble être propre au type de douleur chronique. Par exemple, il y a des migraines qui peuvent être déclenchées par les odeurs
ou encore la luminothérapie semble ne pas avoir d'effet sur la douleur chronique lombaire. Donc là encore, il va falloir aller poursuivre les études pour démêler tout ça. Et la modulation par les sens semble être une stratégie quand même assez subjective, puisqu'elle va impliquer aussi l'aspect affectif et cognitif de la douleur. Par exemple, une musique déplaisante n'aurait pas d'effet sur la douleur, mais on s'entend que on ne va pas tous percevoir le côté plaisant ou déplaisant de la musique de la même façon. Donc finalement, que faut-il retenir de cette seconde partie? Eh bien que améliorer son environnement peut aider à mieux gérer sa douleur. Ce sont des compléments qui sont prometteurs, peu coûteux, faciles à mettre en place, mais toutefois, il y a des études à compléter pour déterminer l'efficacité pour chaque type de douleur chronique. Donc ici vraiment, puisque la perception de la douleur est un phénomène unique, comme chacun de vous, alors personnaliser votre environnement pourrait vous aider à mieux la gérer. Ici, ce sont les différentes références que j'ai utilisées pour construire cette partie. Et nous tenons avec Daniel à remercier le RQRD et le RQECD pour cette belle opportunité, ainsi que la QDC évidemment. Merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. On va être là pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez à d'autres questions par la suite. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Donnez-moi un instant.